J'ai simulé mon premier orgasme pendant notre voyage de noces. J'ai simulé le dernier, 30 ans plus tard, un mardi, tout ce qu'il y a de plus banal. Entre ces deux moments, j'ai simulé environ 11 680 fois. Voici Sophie, 54 ans, mariée depuis 32 ans à Philippe, mère de 2 enfants adultes, maître de conférences respectée et une menteuse sexuelle chronique pendant 3 décennies entières. Quand elle a finalement décidé d'arrêter de simuler, son mariage a explosé. Mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Ceci est l'histoire de la manière dont l'honnêteté sexuelle la plus brutale que vous puissiez offrir à quelqu'un peut détruire complètement une relation et ensuite la reconstruire en quelque chose d'irréconnaissable tellement c'est mieux. Sylvia Olmedo appelle ça le protocole d'honnêteté sexuelle radicale. Et ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va complètement changer la façon dont vous pensez la vérité, le mensonge et la sexualité mature. Parce que Sophie n'est pas une exception. Elle est la règle que personne n'admet. Sophie avait 22 ans quand elle a épousé Philippe. Il en avait 24. Tous deux vierges, tous deux catholiques, tous deux complètement désinformés sur le sexe féminin réel. Pendant leur voyage de noces, à Biarritz, il s'est passé ce qui arrive dans des millions de premières fois. Douleur, inconfort, précipitation, confusion. Philippe a terminé en 3 minutes. Il l'a regardée avec cette expression de « c'était bien pour toi aussi ?» que toute femme connaît. Sophie ne savait même pas ce qu'était un orgasme. Mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Que ce n'était pas ce que les magazines promettaient. Qu'il manquait quelque chose. Mais Philippe était tellement heureux, tellement orgueilleux, tellement soulagé d'avoir satisfait sa femme. Alors Sophie a fait ce que des millions de femmes font à ce moment-là. Elle a menti. Un gémissement, une respiration plus forte, un « c'était merveilleux mon amour » murmuré dans l'obscurité. C'était tellement facile. Et Philippe y a cru tellement complètement. Ce mensonge a sauvé son ego cette nuit-là et a détruit sa sexualité pour les 30 prochaines années. Parce que la deuxième fois, elle a simulé de nouveau, et la troisième. Et rapidement, simuler est devenu automatique. Un script que son corps exécutait, sans que son esprit ait besoin de participer. Sylvia Olmedo appelle ça l'automatisation de la performance sexuelle. C'est le phénomène où la femme développe une séquence corporelle tellement répétée de gémissements, mouvements et expressions. Elle peut l'exécuter, tout en faisant mentalement sa liste de courses. Sophie est devenue une actrice accomplie. Elle savait exactement combien de temps attendre. Quelle intensité de gémissements utiliser. Quand arquer le dos, quand serrer, quand soupirer. Philippe n'a jamais suspecté. Pourquoi aurait-il suspecté ? Elle était convaincante, et il voulait y croire. Pendant 30 ans, Sophie a eu des relations sexuelles 2 à 3 fois par semaine. Cela fait approximativement 11 680 rencontres sexuelles. Elle n'a pas eu un seul orgasme réel. Pas un seul. Mais Philippe est mort en pensant qu'il avait donné 11 680 orgasmes à sa femme. À 54 ans, Sophie était ménopausée depuis 2 ans. Les enfants avaient déjà quitté la maison. Elle venait de soutenir sa thèse de doctorat en littérature comparée. Et pour la première fois depuis des décennies, elle avait du temps. Du temps pour penser, du temps pour sentir, du temps pour questionner. C'est lors d'une consultation de routine avec sa gynécologue que tout s'est effondré. La médecin a demandé avec désinvolture « Et la vie sexuelle ? Des difficultés avec la ménopause ?» Sophie a répondu automatiquement « Non, tout est normal. » Et alors, sans planifier, sans filtre, elle a ajouté « Ça a toujours été normal. Je n'ai jamais eu d'orgasme, mais ça a toujours été normal. » La médecin a arrêté d'écrire. L'a regardé. En 32 ans de mariage, vous n'avez jamais eu d'orgasme ? Jamais. Mais mon mari pense que j'en ai toujours. Je simule depuis le voyage de noces. La médecin n'a pas jugé. Elle a juste dit quelque chose qui a tout changé.
Vous allez emporter ce mensonge avec vous dans la tombe, ou vous allez mourir sans jamais avoir ressenti de plaisir sexuel réel. Sophie est sortie de ce cabinet et a pleuré dans sa voiture pendant 40 minutes. Parce que la réponse était évidente et terrifiante en même temps. Elle ne voulait pas mourir sans savoir. Mais dire la vérité signifiait détruire la seule version de la réalité que Philippe connaissait depuis 3 décennies. Silvia Olmedo explique que c'est le paradoxe de la révélation tardive. Plus vous soutenez un mensonge sexuel longtemps, plus la vérité est dévastatrice quand elle émerge, mais aussi plus il est urgent de la dire, parce qu'à 54 ans, Sophie a finalement compris. Elle avait peut-être 30, 40 ans de vie devant elle. Allait-elle passer le reste de sa vie à simuler? Ou allait-elle finalement expérimenter ce que la moitié de l'humanité ressentait? Sophie a mis 3 semaines à rassembler son courage. 3 semaines à répéter mentalement. 3 semaines à agoniser. Finalement, un vendredi soir, après le dîner, elle a parlé. « Philippe, je dois te dire quelque chose, et ce sera la chose la plus difficile que j'ai jamais dite de ma vie. » Philippe s'est immédiatement alarmé. « Tu es malade? Tu as un cancer? » « Non, c'est à propos de sexe, à propos de tous les 32 ans de sexe. » Elle a respiré profondément et a lâché « Je n'ai jamais eu un orgasme, pas un seul. Je simule depuis le voyage de noces, toutes les fois, toutes. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Philippe est resté figé, processant, recalculant 3 décennies de souvenirs instantanément. Alors il a parlé, et sa voix était méconnaissable. « Tu es en train de dire que tu m'as menti pendant 30 ans? Toutes les fois? » « Oui. Pourquoi? Parce que tu étais tellement heureux. Parce que je ne voulais pas te blesser. Parce qu'au début, je ne savais même pas ce qu'était un orgasme. Parce qu'après, il est devenu impossible de le dire. Parce que c'est devenu automatique. » Philippe s'est levé de la table et a quitté la pièce. Sophie a entendu la porte de la chambre claquer. A entendu le verrou tourner. Il ne lui a pas parlé pendant 3 jours. Ce qui s'est passé dans les 6 mois suivants est ce que Silvia Olmedo documente comme les 6 phases de la crise de révélation sexuelle tardive. Phase 1. Choc et déni. Semaine. 1 à 2. Philippe est entré dans un déni absolu. Tu dois te tromper. Il y en a eu quelques-uns. Tu ne peux pas avoir simulé tout le temps. Sophie a été brutalement honnête. Tout le temps. À chaque fois. Je sais exactement comment je simule. Je veux te montrer? Elle a imité sa performance. Les gémissements, les expressions, le timing. Philippe a quitté la pièce et a vomi. Phase 2. Colère et trahison. Semaine 3 à 6. Tu m'as pris pour un idiot pendant 30 ans. Tu m'as volé ma chance d'être un bon partenaire. Tu as menti plus que n'importe quelle trahison. Les disputes étaient quotidiennes. Violente, verbalement. Philippe a dormi dans la chambre d'amis pendant 5 semaines. Il ne pouvait pas la regarder sans ressentir du dégoût. Dégoût d'elle. Mais principalement dégoût de lui-même. Philippe a commencé à tout remettre en question. Nos enfants sont de moi? Tu m'aimes vraiment ou c'est aussi du simulacre? Tu as eu des amants qui t'ont satisfaite? Sophie a répondu à tout avec une patience brutale. Les enfants sont de toi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. L'amour n'est pas le sexe. Je n'ai jamais eu d'amant. Je n'ai jamais eu d'orgasme avec personne. Même seule. Tu n'es pas le problème. C'est moi. Mais ça n'a fait qu'empirer. Parce que Philippe se sentait responsable. Comment je n'ai pas remarqué? Comment j'ai pu être aussi aveugle, aussi égoïste, aussi incompétent? Il commençait à éviter ses amis, par honte. Comme si tout le monde était au courant, comme si son échec était tatoué sur son front. La colère n'était pas seulement dirigée contre Sophie, mais aussi contre lui-même, contre l'éducation sexuelle qu'il n'avait jamais eue, contre une culture qui lui avait appris à croire que l'orgasme féminin était facile, évident, automatique. Phase 3. Investigation obsessionnelle, semaine 7 à 10.
Philippe voulait tout savoir, chaque détail. Quand as-tu décidé de faire semblant? Comment as-tu appris? À quoi pensais-tu en faisant semblant? M'as-tu désiré ne serait-ce qu'une fois? C'était des conversations de 3, 4 heures, brutales, à éplucher les couches de 30 ans de mensonges. Sophie répondait à tout, sans filtre, parce qu'elle était allée trop loin pour s'arrêter. Quand as-tu décidé de faire semblant? Pendant notre voyage de noces, tu étais tellement heureux. Je ne voulais pas gâcher ça. Comment as-tu appris à si bien faire semblant? En regardant des films, en lisant des magazines, en écoutant des amis, en pratiquant. Tu crois que c'est difficile de faire semblant? C'est la chose la plus facile au monde. Les hommes veulent y croire. Alors ils y croient. À quoi pensais-tu en faisant semblant? Les premières années? À ce que ça se termine vite. Après, à la liste des courses, au travail, aux enfants. N'importe quoi. Je me dissociais complètement. M'as-tu désiré ne serait-ce qu'une fois? Oui. Mais le désir ne se transforme pas automatiquement en orgasme. Je te désirais, mais je ne savais pas comment y arriver. Et tu ne savais pas non plus comment m'y emmener. Chaque réponse était un coup de couteau. Philippe enregistrait mentalement chaque mot. Il traitait l'information, la retraitait. Il a passé des semaines à revisiter chaque souvenir sexuel, en essayant d'identifier les signes qu'il avait manqués. Cette fois, à l'anniversaire, elle a fait semblant. Ce voyage romantique, elle a fait semblant. Cette nuit après qu'on se soit disputé et qu'on se soit réconcilié, elle a fait semblant. Tout était réécrit, toute son identité sexuelle déconstruite. Phase 4. Dépression et questionnement existentiel. Semaine 11 à 16. Philippe est entré en dépression clinique. Il a commencé une thérapie. Il pleurait seul. Qui suis-je si je ne sais même pas comment donner du plaisir à ma propre femme? Qu'est-ce qui est encore un mensonge dans notre vie? Il a tout remis en question. La qualité de leur mariage. Si elle l'aimait vraiment. S'ils devaient continuer ensemble. Sophie a également commencé une thérapie, séparément, parce qu'elle s'enfonçait dans la culpabilité. Phase 5. Acceptation et responsabilité partagée. Semaine 17 à 20. Les thérapeutes, séparément, sont arrivés à la même conclusion. Ce n'était la faute de personne. C'était un manque d'éducation sexuelle, un conditionnement culturel, un manque de communication des deux côtés. Philippe n'avait jamais vraiment posé la question. Sophie n'avait jamais dit la vérité. Ils avaient tous les deux construit cette prison ensemble. Cette prise de conscience a tout changé. Phase 6. Décision et engagement. Semaine 21 à 24. Philippe et Sophie se sont assis ensemble pour la première fois depuis des mois sans colère. Et ont pris une décision. Soit ils mettaient fin à leur mariage là, soit ils reconstruisaient tout à partir de zéro. Il n'y avait pas de juste milieu. Ils ont choisi de reconstruire, mais avec une règle innégociable, l'honnêteté sexuelle radicale, toujours, sans exception, sans épargner les sentiments. C'est ici que Sophie a découvert le travail de Silvia Olmedo, et spécifiquement son protocole d'honnêteté sexuelle radicale pour couples en reconstruction. Le protocole comprend 7 composantes. Composante 1, moratoire sexuel complet, 30 jours, 0 sexe, 0 contact sexuel, 0 pression. Juste une reconstruction de l'intimité non sexuelle. Ils sont revenus à la phase de séduction, conversation, dîners au restaurant, se tenir la main au cinéma, dormir enlacés sans attente. Composante 2, éducation sexuelle de base pour les deux. À 54 et 56 ans, Sophie et Philippe ont étudié l'anatomie sexuelle féminine pour la première fois. Vidéos éducatives, livres, ateliers en ligne. Philippe a découvert qu'il ne savait rien. Sophie a découvert que son corps avait des régions entières qu'elle n'avait jamais explorées. Composante 3. Auto-exploration individuelle documentée. Sophie a passé 20 jours à se toucher seule, à cartographier le plaisir,
à découvrir ce qui fonctionnait réellement. Sans pression de performance. Les premiers jours ont été étranges. Elle avait honte. À 54 ans, elle ne s'était jamais masturbée consciemment. Cela semblait mal, sale, égoïste. Mais elle a persisté, 15 minutes par jour, à explorer, sans objectif d'orgasme, juste à sentir. Elle a découvert qu'elle avait des zones sensibles qui n'avaient jamais été touchées, que son corps répondait à des stimuli que Philippe n'avait jamais tentés. La pression, la vitesse, le rythme, tout importait. Le 17e jour, quelque chose a changé. Une sensation qui montait, différente de tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. Elle a failli s'arrêter, effrayée, mais elle a continué. Et puis c'est arrivé, petit, bref, mais indéniable. Elle s'est donné son premier orgasme réel à 54 ans et 4 mois, seule, sous la douche. Elle a pleuré ensuite pendant 20 minutes de soulagement, pas parce que c'était intense, mais parce que finalement, elle connaissait la différence. Entre faire semblant et sentir, entre performance et plaisir, entre mensonge et vérité, elle a appelé Philippe. C'est arrivé. J'ai réussi. Seule. Philippe a aussi pleuré, parce que cela signifiait que c'était possible, que peut-être, un jour, il pourrait lui donner ça aussi. Composante 4. Communication verbale pendant le toucher non sexuel. Philippe a appris à toucher Sophie en dehors du contexte sexuel. Massage, caresse. Avec elle, verbalisant en temps réel. C'est bon. Ce n'est pas bon. Plus lentement. Plus de pression. C'était embarrassant au début. Mais cela a appris à Philippe à enfin écouter son corps au lieu de deviner. Composante 5. Toucher sexuel dirigé par elle. Quand ils sont finalement revenus au toucher sexuel, Sophie dirigeait tout. Elle plaçait la main de Philippe où elle voulait. Commandait la vitesse, la pression, le rythme. Philippe a dû détruire 30 ans d'habitude et reconstruire à partir de zéro. C'était humiliant. C'était libérateur. Composante. 6. Honnêteté, en temps réel, obligatoire. Si quelque chose n'allait pas, Sophie devait le dire. Elle ne pouvait pas faire semblant, même par politesse, même pendant 5 secondes. Les premières fois, elle arrêtait Philippe 15, 20 fois par session. Non, pas comme ça. Essaye comme ça. Non, tu as encore raté. Recommence. C'était frustrant pour les deux. Mais c'était la seule façon de briser 3 décennies de conditionnement. Composante 7. Célébration des micro-victoires. Chaque petit progrès était célébré. La première fois que Sophie a ressenti un plaisir réel, même sans orgasme. La première fois que Philippe l'a fait gémir de vérité. La première fois qu'elle n'a pas eu envie de faire semblant. Les petites victoires construisèrent la confiance. Prouvaient que la reconstruction était possible. Il a fallu 7 mois depuis la révélation. 7 mois de thérapie, de conversations brutales, de reconstruction, de pratique, d'échecs. Mais un matin de samedi, après 40 minutes de toucher ciblé, dirigé entièrement par elle, avec 0 pression, avec une honnêteté totale. Sophie a eu son premier orgasme réel avec Philippe, à 55 ans, après 32 ans de mariage. Elle n'a pas fait semblant. Elle n'en avait pas besoin. C'était réel. C'était petit, c'était authentique. Et Sophie a pleuré, Philippe a pleuré, parce que les deux connaissaient enfin la différence. À partir de ce jour, tout a changé. En 2019, Silvia Olmedo a mené la plus grande étude jamais réalisée sur les femmes qui simulent l'orgasme dans les relations de longue durée. Pas moins de 8400 femmes dans 12 pays différents. Les résultats ont été dévastateurs. 68% des femmes en couple depuis plus de 10 ans ont déjà simulé un orgasme. 34% simulent dans plus de 50% de leurs rapports sexuels. Et 12% n'ont jamais eu d'orgasme réel avec leur partenaire, mais font semblant tout le temps. Autrement dit, Sophie n'est pas une exception. Elle est l'une de millions,
Mais pourquoi tant de femmes simulent-elles? Raison numéro 1. Le conditionnement à protéger l'ego masculin. Depuis leur plus jeune âge, les femmes apprennent qu'il est plus important de satisfaire l'ego de l'homme que de prendre du plaisir elles-mêmes, que les hommes sont fragiles sexuellement, que la vérité va les détruire. Alors, elles mentent, pour protéger, pour plaire, pour maintenir la paix. Silvia Olmedo a documenté ce schéma dans 23 cultures différentes. Universellement, les filles apprennent, directement ou indirectement. Les hommes ont besoin de se sentir compétents au lit. Si tu critiques, il ira en chercher une autre. C'est le rôle de la femme de faire se sentir l'homme. Un homme. L'orgasme féminin n'est pas essentiel à une bonne sexualité. L'érection masculine. Oui. Le conditionnement commence tôt. Des jeunes filles de 12, 13 ans apprennent déjà à prioriser les sentiments masculins par rapport à leurs propres besoins. On pourrait presque parler d'un apprentissage de la performance, et non du plaisir. À 22 ans, lorsque Sophie s'est mariée, elle avait déjà 10 ans de conditionnement qui lui disait « Protège son ego, ton plaisir est secondaire, ne sois pas égoïste. » Raison numéro 2. Le manque d'éducation sur leur propre corps. Sophie, à 22 ans, ne savait même pas ce qu'était un orgasme. Comment aurait-elle pu communiquer qu'elle n'avait pas quelque chose dont elle ignorait l'existence? Des millions de femmes commencent leur vie sexuelle sans connaissance basique de leur propre anatomie. C'est comme essayer de naviguer à vue, sans carte, ni boussole. Raison numéro 3. L'automatisation neurologique. Après avoir simulé 50, 100, 200 fois, le cerveau crée un circuit automatique. Simuler devient un réflexe involontaire, une habitude bien ancrée. Sophie est arrivée au point où elle ne pouvait plus ne pas simuler. Même quand elle essayait, c'était automatique. Un véritable automatisme neuronal. Raison numéro 4. Le COLT social perçu de la vérité. Plus le temps passe, plus il semble impossible de tout révéler. Si je lui dis après 5 ans, il va me quitter. Après 10 ans, il va me haïr. Après 30 ans, c'est un cercle vicieux. Le mensonge se perpétue, parce que le coût de la révélation croît de façon exponentielle. On pourrait comparer cela à une dette qui s'accumule avec les intérêts. Plus on attend, plus elle devient insurmontable. Raison numéro 5. La dissociation sexuelle. Devenue norme. Beaucoup de femmes s'habituent tellement à ne pas ressentir de plaisir que la dissociation pendant les rapports sexuels devient normale. Elles ne réalisent même plus qu'elles simulent. C'est juste comme ça, le sexe. Une sorte d'anesthésie émotionnelle. Silvia Olmedo a découvert que les femmes qui simulent chroniquement ont des niveaux d'activation corticale pendant les rapports sexuels, similaires à ceux qu'elles ont lorsqu'elles font la vaisselle. Littéralement, le cerveau en mode automatique, comme un pilote automatique en plein vol. Aujourd'hui, 3 ans après la révélation, Sophie et Philippe ont 57 et 59 ans. Leur vie sexuelle. Maintenant, Sophie a un orgasme dans environ 70% de leurs rapports. Tous réels. Quand ce n'est pas le cas, elle le dit, sans drame, sans simuler. Ce n'était pas pour aujourd'hui, mais c'était agréable quand même. Philippe a fini par apprendre à lire son corps, sans devinette, avec communication. La fréquence a diminué, de 2-3 fois par semaine à 1-2 fois par semaine, mais la qualité a explosé. Sophie a découvert qu'elle était multi-orgasmique. Elle ne l'avait jamais su, parce qu'elle n'avait jamais eu le premier. Philippe a dû déconstruire complètement son identité sexuelle. Ça a été douloureux, mais il l'a reconstruite en mieux. Mais le plus important, c'est que leur relation, dans son ensemble, a changé. Parce que l'honnêteté sexuelle s'est propagée à tout le reste. Les conversations sur l'argent, sur la famille, sur les frustrations anciennes, sur les rêves enfouis, la révélation. Sexuelle
a été une porte d'entrée vers l'honnêteté radicale dans tous les domaines. Sophie dit « Faire exploser notre mariage a été la meilleure décision que j'ai prise, parce que ce que nous avons reconstruit est infiniment meilleur que le mensonge confortable que nous avions. » Philippe est d'accord. Je préfère 1000 fois connaître la vérité douloureuse que vivre dans l'illusion. Les 6 premiers mois ont été un enfer. Mais maintenant, j'ai enfin une partenaire de verre, pas une. Actrice. Sylvia Olmedo a documenté des dizaines de cas similaires. Casse Carmen, 28 ans de simulation. Carmen a fait sa révélation à 51 ans. Son mari, Didier, a demandé le divorce immédiatement. Je n'arrive pas à te regarder. Je n'arrive à croire rien de ce que tu dis. Ils se sont séparés. Didier a loué un appartement. Ils sont restés 6 mois sans contact. Mais Didier a commencé une thérapie et il a réalisé quelque chose. Il n'avait jamais vraiment posé de questions. Il y avait aussi des signaux qu'il avait ignorés. Il était également responsable de la non-communication. Il est revenu 6 mois plus tard, pas pour pardonner, mais pour reconstruire. Je préfère essayer de reconstruire avec la vérité que de commencer une nouvelle relation et peut-être retomber dans le même mensonge. Ça a pris 1 an, thérapie individuelle pour les deux, thérapie de couple, atelier sur la sexualité, déconstruction et reconstruction totale. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, ils ont la meilleure relation sexuelle de leur vie. Carmen a des orgasmes multiples pour la première fois, à 55 ans. Didier a appris à demander, à écouter, à ressentir. Didier dit « Avant, je pensais être bon au lit. Maintenant, je le sais. Parce que maintenant, elle ne peut pas simuler. Nous avons établi que l'honnêteté est non négociable. Alors, quand elle gémit, c'est réel. Cette différence a tout changé. » Cas Isabelle, 18 ans de simulation. Isabelle a fait sa révélation à 46 ans. Son mari, Thomas, l'a bien accepté. Trop vite. D'accord. On va travailler là-dessus. Isabelle était méfiante. Elle s'attendait à une explosion, à de la colère. Mais Thomas était presque soulagé. 3 mois plus tard, en essayant de reconstruire leur intimité sexuelle. Thomas a fini par avouer « Je simulais aussi, pas l'orgasme, mais l'intérêt, le désir. Depuis 5 ans, j'ai un désir sexuel hypoactif. Je fais l'amour parce que c'est le devoir d'un mari. Mais je n'en ai pas envie. Je ne le dis jamais. Parce qu'un homme qui ne veut pas faire l'amour, c'est un raté. » Sa révélation a libéré la sienne. Les deux avaient des secrets. Les deux simulaient. Les deux étaient piégés dans la performance. Aujourd'hui, ils suivent une thérapie sexuelle ensemble. La fréquence a diminué, de 3 fois par semaine à 1 fois par semaine, mais les deux sont enfin authentiques. Parfois, ils font l'amour, et personne n'a d'orgasme, mais ils communiquent, ils rient, ils sont présents. Isabelle dit « Nous avons découvert que notre problème n'était pas une incompatibilité. C'était un manque de courage pour être vulnérable. Quand nous avons enfin été honnêtes, nous avons découvert que nous menions des batailles similaires, seuls. » Casse Paulette, 35 ans de simulation. Paulette a fait sa révélation à 62 ans, après un diagnostic de cancer. Je vais mourir sans le dire. Son mari, Hervé, a pleuré pendant des jours. Mais il a ensuite dit quelque chose de profond. Je le savais. Au fond, je l'ai toujours su. Mais c'était plus facile de croire aux mensonges. Ils n'ont pas réussi à reconstruire leur vie sexuelle. L'âge et la santé ont compliqué les choses. Mais l'honnêteté a donné aux deux la paix dans leurs dernières années ensemble. Hervé a pris soin de Paulette jusqu'à la fin, avec gratitude, pour qu'elle lui ait enfin confié la vérité. Si vous êtes une femme et que vous simulez des orgasmes, occasionnellement ou chroniquement,
Silvia Olmedo a développé un protocole en 5 étapes. Étape 1. Reconnaissance sans jugement. Admettez-le à vous-même, je simule. Quantifiez, occasionnellement ou chroniquement. Depuis combien de temps? Ne vous jugez pas. Vous avez été conditionné à cela. Mais maintenant, vous le savez. Étape 2. L'auto-exploration privée. Avant d'impliquer Philippe, découvrez seul ce qui fonctionne pour vous. Beaucoup de femmes simulent parce qu'elles ne savent sincèrement pas ce qu'elles veulent. Réservez-vous 15 à 20 minutes, 3 fois par semaine, sans pression. Juste de l'exploration. Étape 3. Une décision consciente. Vous avez 3 options. Continuez à simuler consciemment. C'est valable si vous décidez que la vérité ne vaut pas le coup. Arrêtez de simuler graduellement sans révéler le passé. C'est une réduction des dommages. Révélation complète et reconstruction radicale. Risque maximum. Potentiel maximum. Il n'y a pas de réponse juste universelle. Il y a votre réponse juste. Étape 4. Si vous choisissez de révéler. Préparez le terrain. Ne lancez pas une bombe comme ça, sans préparation. Préparez le terrain. Choisissez un moment calme, privé, sans stress extérieur. Présentez la situation comme un problème commun, pas comme une faute à Philippe. Ayez des ressources prêtes, thérapie de couple, livres, protocoles. Soyez prête à la colère, au rejet, au temps de traitement de l'information. Ayez un système de soutien externe, amis, thérapeutes. Étape 5. Honnêteté en temps réel. À partir de maintenant, indépendamment de ce que vous décidez concernant le passé, engagez-vous à ne plus jamais simuler à partir de maintenant. Si ce n'est pas bien, vous le dites. Si vous n'allez pas avoir un orgasme, vous le communiquez. Si vous voulez arrêter, vous arrêtez. L'honnêteté en temps réel brise le cycle, même sans confesser le passé. Si vous êtes un homme et que votre partenaire a révélé qu'elle simulait, Silvia Olmedo a un protocole spécifique. 1. Permettez-vous de tout ressentir. Colère, trahison, honte, inadéquation. Tout est valable. Ne réprimez rien. Mais n'attaquez pas non plus. Consultez un thérapeute individuellement. Traitez vos émotions en dehors de la relation. D'abord. 2. Comprenez, ce n'est pas seulement à propos de vous. Elle n'a pas simulé parce que vous êtes inadéquat. Elle a simulé parce qu'elle a été conditionnée à protéger, à plaire, à prioriser votre ego à son propre plaisir. Il s'agit de culture, d'éducation, de conditionnement de genre. Vous en avez fait partie. Mais vous n'êtes pas le seul responsable. 3. Décidez si vous voulez reconstruire. Personne ne vous oblige à rester. Si vous sentez que vous ne pouvez pas surmonter cela, le divorce est une option légitime. Mais si vous choisissez de rester, c'est un engagement total envers la reconstruction. Pas de demi-mesure. 4. Détruisez votre ego sexuel et reconstruisez à zéro. Vous ne savez rien sur le corps de Sophie. Acceptez cela. Tout ce que vous saviez était basé sur un mensonge. Recommencez à zéro, comme un adolescent. Apprenez de nouveau, avec humilité. 5. Valorisez le courage de Sophie. Elle aurait pu emporter cela dans sa tombe. Le dire a exigé un courage monumental. Elle vous a offert la chance d'avoir enfin une partenaire réelle. C'est un cadeau, douloureux, mais un cadeau. Aujourd'hui, Sophie donne des conférences dans des groupes de femmes mûres sur la sexualité et l'honnêteté. Elle termine toujours en disant ceci. Pendant 30 ans, je me suis trahie. J'ai trahi mon corps. J'ai trahi mon plaisir. J'ai trahi ma vérité. Je pensais que je protégeais mon mariage. Mais je construisais une prison pour nous deux. Quand j'ai finalement tout fait exploser, j'ai pensé que j'avais détruit notre vie. Mais je n'avais détruit que le mensonge. Ce qui a poussé des décombres est infiniment mieux. Parce que c'est réel. Si vous simulez,
occasionnellement ou chroniquement, demandez-vous, combien de temps encore? Allez-vous simuler jusqu'à la ménopause? Jusqu'à ce que les enfants grandissent? Jusqu'à la retraite? Jusqu'à la mort? Ou allez-vous avoir la conversation la plus difficile de votre vie et découvrir enfin ce qu'est le sexe réel? J'ai attendu 30 ans. N'attendez pas autant. Parce que les années que vous perdez à simuler, vous ne les récupérez jamais, mais les années que vous reconquérez en étant authentique, celles-là valent chaque seconde du chaos que la vérité apporte. C'est l'histoire de Sophie. Mais c'est aussi l'histoire de millions de femmes qui simulent silencieusement, qui protègent, qui plaisent, qui mentent pour maintenir la paix. Sylvia Olmedo a prouvé que l'honnêteté sexuelle radicale, aussi douloureuse soit-elle à court terme, est le seul chemin vers une intimité réelle. Si vous vous êtes reconnu dans cette histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. Et il n'est jamais trop tard pour arrêter de simuler. Vous méritez un plaisir réel. Vous méritez l'honnêteté. Vous méritez un sexe où vous êtes présente, pas dissociée. Et oui, raconter la vérité peut faire exploser votre relation. Mais peut-être que la faire exploser est exactement ce qui doit arriver pour reconstruire quelque chose de meilleur. Sophie a fait exploser la sienne à 54 ans. Aujourd'hui, à 57 ans, elle a la vie sexuelle qu'elle a toujours méritée. Réelle, authentique, vraie. Combien de temps allez-vous attendre ?